Arc-en-Ciel. Chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec M. Farid Abdelkrim. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Salam alaikum et bonjour. C'est un plaisir de vous avoir et surtout de bénéficier de votre expérience, une expérience qui ne peut être que bénéfique pour l'islam en France. Bonjour, salam alaikum. Merci pour ce morceau. Merci à double titre. D'abord pour la qualité du morceau et puis également parce que ma petite dernière, qui a eu 4 ans vendredi, est née le 8 mars. Elle s'appelle Hana. Et donc, je suis doublement touché. Eh bien, écoutez, nous sommes deux, chers frères. J'aimerais bien que vous le sachiez, que j'ai une gamine qui s'appelle Lina. Aussi, elle est née le 8 mars à 10h du matin. Voilà. Vous voyez, donc... donc, comme... Vous le savez, j'aimerais bien tout simplement déjà avant tout de parler de votre parcours, un parcours très intéressant pour notre auditoire et pour qu'il sache comme quoi que M. Farid Abdelkrim, auteur, comédien, humoriste, réalisateur et ex-président des Jeunes musulmans de France, il est titulaire d'une maîtrise en sociologie. Son engagement total au message de l'islam à la fin des années 80 l'a conduit à devenir militant au sein de l'organisation des frères musulmans, membre de l'UF, membre fondateur du président des Jeunes musulmans de France. Aussi, il était encore membre du CFCM un certain temps. Il a donné des centaines de conférences dans de nombreuses villes de France. Il est également auteur de 4 livres. Aujourd'hui, il est revenu à un islam d'intérieur, un islam intérieur et à ses premiers amours. La scène où il interprète « Je vous déclare la paix et le chemin de la gare » et sa série, web-série plutôt, « Un musulman que tu veux du bien », Farid Abdelkrim tente de démontrer comment et pourquoi les musulmans subissent des effets du discours dénu de toute pertinence. Je souhaite tout simplement avant tout, Farid Abdelkrim, de vous faire écouter ce message que vous avez adressé dans ce sens à un musulman que tu veux du bien. Paraît que tu te prends pour un musulman, mashallah, un vrai, un pur, un authentique. Paraît que ça te rend fier, tellement fier que t'arrêtes pas de le crier sur les toits. On dit même que tu te donnes des airs supérieurs, au point de mépriser tous ceux qui, contrairement à toi, seraient pas des musulmans, des vrais, des purs, des authentiques. Si tout ça c'est vrai, et si t'as prévu un de ces 4 de rencontrer ton créateur, je te conseille de jamais lui faire face dans cet état-là. Ah non, parce que là t'es mal. Très mal. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis un musulman qui te veut du bien. Dans mes vidéos, je vais te raconter comment, à force d'avoir écouté autant de fables sur Dieu, le prophète, le Coran et l'islam, comment t'en es arrivé à te raconter des fables à toi-même et comment t'as fini par te prendre pour un musulman, mashallah, un vrai, un pur, un authentique. Avec moi, il n'y aura pas de fables. Tu n'entendras jamais ce que tu veux entendre. Non, avec moi, tu n'entendras jamais que ce que tu dois entendre. Et ça, parce que je te veux du bien. C'est très fort, M. Farid Abdelkrim, ce message de paix, ce message de liberté aussi. Ma première question, si vous le permettez, je m'adresse à une personne qui a eu une expérience assez importante. Et si vous le permettez, on va essayer de faire partager cette émission, cette intervention avec vous sur 3 phases qui sont intéressantes par rapport à notre auditoire, à mon sens. Une phase historique par rapport à votre passé, qu'est-ce que vous avez pu constater et les déclarations des uns et des autres, mais aussi ce qui se passe actuellement et comment vous prévoyez une belle communication pour un islam bien intégré au sein de la République française. Vous y été approché à juste titre, d'après ce que vous dites souvent dans vos déclarations sur le web, par les frères musulmans. De quoi il s'agit, si c'est possible d'avoir un succinct historique de cette rencontre préliminaire dans l'islam, prétendu par quelques-uns l'islam de France. Oui, écoutez, c'est pas très compliqué. Je suis né en France en 1967, originaire d'une famille algérienne. Mon père est arrivé en France, ma mère l'a suivi, moi je suis né ici.
Et donc l'enseignement que j'ai reçu de mes parents, c'est surtout un enseignement, une transmission de valeurs dont j'ai hérité, mais pas un islam pratique. Je l'ai découvert en 1985, cet islam de la pratique, suite au décès d'un ami dans le quartier dans lequel j'ai grandi, qui s'est fait tuer d'une balle en plein cœur par un gendarme auxiliaire. Et donc je me suis rendu à la mosquée. Et la mosquée en question était une mosquée, je ne le savais pas à l'époque, qui était dirigée par les frères musulmans, donc l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, rebaptisée il n'y a pas très longtemps en Musulmans de France. Et donc, moi qui étais plutôt en quête de sérénité, de calme, de paix, je me suis retrouvé embarqué dans une aventure militante islamiste. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle le Bay'a, le fameux pacte d'allégeance aux responsables de l'Organisation des Frères musulmans. Et très très vite, je me suis retrouvé à occuper des fonctions de plus en plus importantes jusqu'à, et vous l'avez dit tout à l'heure, la création du mouvement des jeunes musulmans de France, dont j'ai été le fondateur et puis dont je suis devenu président après son premier président, Hassan Iqiyoussen. Donc voilà, et j'ai écumé effectivement un certain nombre d'estrades, de plateaux à la rencontre des jeunes musulmans où je suis parti leur transmettre entre guillemets la bonne parole, leur dire la France ne veut pas de vous, vous inquiétez pas, l'islam veut de vous, et l'islam en question est un islam porté par l'idéologie des frères musulmans, dont le fondateur est Hassan al-Banna. J'ai passé une vingtaine d'années chez les frères musulmans et je les ai quittés au bout de ces 20 années parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Et je les ai dites à l'intérieur quand je faisais partie du mouvement. Et puis j'ai décidé de tout coucher sur un papier, en tout cas en coucher une partie dans un livre qui est sorti en 2015 qui s'intitule « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste ». Voilà de manière très succincte un petit peu comment les choses se sont passées. Bien entendu, mais juste une petite précision, j'aimerais bien que si c'est possible de la faire pour notre auditoire. Tout le monde a vu un petit peu votre échange, notamment avec le président de l'ex-UEF et maintenant les musulmans de France. Et vous dites comme quoi M. Ammar al-Sfar a menti et M. Ammar al-Sfar répond, bien entendu, à travers des interventions, comme quoi je suis musulman, je ne suis pas frère et je ne fais pas de la politique. Alors, le mensonge, est-ce qu'il s'agit de la politique d'après vous ou bien tout simplement c'est un mensonge qui dépasse largement la politique? Là, en ce qui concerne Ammar al-Sfar, je me suis largement exprimé concernant le personnage. J'aurais aimé qu'il soit là pour qu'on puisse avoir cet échange en face. Mais bon, c'est un appel adressé à M. al-Sfar dès ce jour. Je crois qu'il est à l'écoute, j'en suis presque convaincu. Ouais. Donc, en tout cas, il sait très bien ce que je pense de lui. Je le lui ai dit en face, entre quatre yeux. Je lui ai dit que personnellement, je considérais que d'abord, c'était pas un homme, qu'il n'avait pas de courage. Et que être un frère musulman en France, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas un crime puni par la loi et qu'il aurait bien fait de le reconnaître. Donc si lui décide de dire qu'il n'est pas frère musulman parce qu'il considère que ça risque de lui faire une mauvaise presse, soit pour son commerce, soit pour sa notoriété, etc., c'est son affaire. Mais tout le monde sait qu'Ammar al-Sfar sait qu'il est frère musulman, qu'il est le patron des frères musulmans aujourd'hui. Et donc voilà, son mensonge est sans doute... politique dans le sens d'une politique politicienne de bas étage et il serait bien qu'à un moment donné les frères musulmans, s'ils sont attachés à la France comme ils osent le dire et le prétendre, s'ils sont attachés aux valeurs de la République, eh bien qu'ils reconnaissent qu'ils sont des islamistes porteurs d'un héritage, d'une histoire, et donc partant de là qu'on puisse discuter avec un regard critique de ce que peut être cet héritage, puisque quand j'ai écrit mon livre, je ne l'ai pas juste écrit comme ça en fuyant. J'ai écrit ce livre et j'ai appelé absolument tous ceux que je connaissais au sein de la confrérie des frères musulmans pour leur demander la possibilité de pouvoir venir présenter mon livre chez eux, l'Asfar compris, et pour leur parler du pourquoi, du comment de l'écriture de ce livre. Et je vous le donne en mille, combien ont répondu positivement à mon appel? Personne. Personne. Donc je me suis retrouvé avec des gens qui préfèrent la politique de l'autruche plutôt que de faire place à un vrai débat franc, honnête, dans lequel on a le droit, et je crois même aujourd'hui que c'est un devoir, de regarder cette histoire, l'histoire des frères musulmans en France, ne serait-ce que pour en tirer
les conséquences qui s'imposent, à savoir quelle est notre part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Et dans ce qui se passe aujourd'hui, j'entends bien entendu les actes terribles auxquels la France a eu affaire. Donc voilà une vraie question qui leur est posée. Bien sûr, et c'est la question qu'on pose depuis 2015. Donc le jour où on a pris la décision d'accompagner ce dossier, depuis 2015, on est en train de traiter ce dossier. Pourquoi le musulman est considéré coupable et en même temps victime? Il faut que le Français ou le citoyen français sache comme quoi aussi le musulman est victime. C'est très important à le préciser et à le préciser à maintes reprises. Comme quoi le musulman aussi, il est victime. Ce n'est pas parce que le fait que vous êtes musulman que vous êtes coupable. Et maintenant, on va essayer, si vous le permettez, de parler un petit peu par rapport à ces courants. Chacun a ses convictions, comme vous l'avez bien dit, par rapport aux frères musulmans, mais aussi par rapport aux salafistes. Et récemment, on entend parler par rapport à un nouveau projet soutenu par les Émirats arabes unis, quelques-uns qui le considèrent comme le New Salafisme, le projet concernant l'aqliyat al-muslima, les minorités musulmanes qui se trouvent en Europe. Tout ça, c'est le résultat, bien entendu, comme vous l'avez bien compris, le conflit politico-économique et voire diplomatique entre le Qatar et, bien entendu, les autres pays présidés par l'Arabie Saoudite et, bien entendu, l'Émirats arabes unis. Et tout ça est importé chez nous. Ici, que nous n'avons aucune relation avec ces deux pays. Et comment ça se fait que cette importation de conflits, de vision sur l'islam qui s'impose dans nos quartiers, et comment peut-on s'en sortir? Alors, personnellement, je tiens à préciser quelque chose à vos auditeurs, c'est que je ne suis pas un spécialiste ni un expert de ces questions géopolitiques ou géostratégiques. Juste dire, et vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, Cheikh Abdel Latif, à propos de mon prétendu retour à un islam de l'intérieur, etc. Moi, je ne pense pas qu'on revienne à l'islam intérieur, je pense qu'on revient à soi-même d'abord, on revient au bon sens, on revient à qui nous étions avant cette période d'intégrisme, de fondamentalisme ou d'islamisme. Je crois qu'aujourd'hui, dans pas mal de quartiers en France, et pas seulement dans les quartiers, puisque le djihadisme, par exemple, ne touche pas que des enfants issus de l'immigration dite maghrébine ou africaine, il touche aussi des enfants issus de familles dites françaises de souche, même si j'aime pas beaucoup l'expression. Donc, en fait, ce qu'il faut absolument essayer de mettre en relief dès qu'on parle de ces problématiques-là, parce que il y a quelque chose qui devient de plus en plus insupportable dans notre pays, c'est de voir le nombre de spécialistes et d'experts qui viennent nous expliquer comment ça se passe dans la tête de ces jeunes gens et ce qui est en train de se passer. Bien dit. Je dis juste, moi, qu'il est important de remettre un peu de complexité dans tout ça, et je vous le dis parce que je travaille depuis 2015 beaucoup en prison auprès de détenus, que ce soit des détenus de droit commun ou des détenus considérés comme radicalisés, des terroristes, des revenants qui reviennent de Syrie. Et le travail que je réalise auprès de ces détenus m'amène à réfléchir de plus en plus prudemment sur ce qui peut motiver les individus à s'attacher à telle ou telle lecture de l'islam. Pourquoi le salafisme, pourquoi cette lecture d'un islam de rupture fascine les jeunes, pourquoi elle les attire, pourquoi elle réussit à en emmener un certain nombre. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le nombre reste marginal. Il ne s'agit pas d'une proportion importante de gens qui se dirigent vers cette lecture de l'islam, mais il y en a beaucoup qui sont séduits par cette proposition. Je crois, d'abord, et c'est important de le dire, que les autres propositions, et notamment les propositions républicaines, manque peut-être de porte-parole, d'ambassadeurs qui soient à la mesure des valeurs de notre pays, de la République, etc. On ne sait plus vendre le rêve républicain à cette jeunesse qui est en demande, en recherche, etc., etc. À la différence, le salafisme est une proposition, le salafisme même djihadiste est une proposition qui amène l'individu à croire qu'on va lui proposer un cadre où tout est pensé, tout est réfléchi, et donc une espèce de sécurité pour le cheminement de l'individu.
un cadre terrestre, donc ici-bas, ad-dunya, comme le dit souvent, et puis un cadre pour l'autre monde, l'akhira, et même un cadre pour le monde parallèle, alam al-ghayb. Donc on a véritablement une proposition qui prend absolument tout en charge et qui a cette tendance à rassurer des individus, et ça, il faut vraiment insister là-dessus, des individus qui sont en quête, qui sont en recherche de quelque chose. Alors, les moyens déployés par les Émirats et par l'Arabie Saoudite en termes de diplomatie religieuse sont énormes. Et si on parle de finances, certains ont même avancé, ne serait-ce que pour l'Arabie Saoudite, entre 50 et 70 milliards de dollars par an mis à disposition de cette fameuse diplomatie religieuse. Donc effectivement, en face, qu'est-ce qu'on propose pour essayer d'aller à l'encontre de cela ? Et l'idée qu'il faut essayer de creuser, selon moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre un peu de complexité dans le simplisme qui est aujourd'hui devenu la panacée, qui aujourd'hui fonctionne parce que les gens n'ont plus envie de se casser la tête, les gens n'ont plus envie de réfléchir. Et dans le travail que j'essaie de proposer, moi, très humblement, c'est d'essayer de remettre un peu de complexité dans tout ça. Donc si ça fonctionne aujourd'hui, c'est bien entendu parce qu'il y a beaucoup d'argent, c'est parce que c'est une lecture simplisme de ce que peut être l'islam, et puis ça répond aussi à des frustrations d'un certain nombre de personnes qui peuvent être en quête, etc., etc. Donc le combat doit être mené de concert par toutes les bonnes volontés pour essayer de faire entendre que l'islam dans notre pays n'est pas incompatible avec la République et avec la laïcité, mais que cet islam doit être pensé, réfléchi, de sorte qu'il réponde véritablement à l'environnement dans lequel nous vivons. Et sur cette question-là, nous avons encore beaucoup à faire. Comme vous le savez, nous vivons dans une république, et vous l'avez bien dit, laïque. C'est très important ça, cette république laïque qui sépare un petit peu aussi la question religieuse. Comment peut-on faire et comment peut-on collaborer ensemble, c'est-à-dire tous les acteurs, et comme vous l'avez bien dit, souvent ne sont pas nombreux, donc qui essayent de militer contre ce fléau qui est énorme, financièrement, comme vous l'avez bien dit, mais aussi d'influence, et avec des gens qui sont souvent fragiles. Comment peut-on agir dans un cadre républicain laïque et avec toutes les réticences des gens qui croient à la laïcité? Alors peut-être que la première chose qu'il faudrait faire peut-être, c'est de rappeler que ce qui se passe au niveau médiatique ou sur les réseaux sociaux ne rendent pas compte de la réalité. La réalité est beaucoup plus apaisée que ce que nous donnent à voir les médias et les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler, de le matraquer même. Vous me donnez l'occasion aujourd'hui de pouvoir le faire à la radio. Dans la vie de tous les jours, les choses se passent beaucoup mieux que ça. La laïcité est vécue de manière beaucoup plus apaisée par l'ensemble des citoyens, toutes confessions confondues, ou même sans confession. Ça, pour moi, c'est vraiment important, de ne pas se laisser embarquer dans cette espèce de tourbillon vicieux qu'on retrouve un peu dans les réseaux sociaux, où on va retrouver énormément de frustrations qui s'expriment, et pas forcément avec le recul nécessaire qu'on pourrait espérer. Ça, c'est la première chose. Maintenant, beaucoup plus concrètement, sur le terrain, il se passe pas mal de choses aujourd'hui. Moi, je le vis véritablement de manière très prononcée depuis 2015. Donc, par rapport à ce que je peux faire en milieu carcéral, les différentes activités que je peux mettre en place, et ça se fait en partenariat avec l'administration pénitentiaire, avec les différents SPIP, etc., etc. Mais je le fais également à travers mon métier de comédien aujourd'hui. Je joue 2 spectacles. Il y en a un que vous avez évoqué, mais un autre dont vous n'avez pas parlé, et sur lequel je vais dire 2 mots. Je vous prie. Oui. Donc le premier spectacle, c'est Le Chemin de la Gare, qui m'est arrivé de jouer en prison, mais pas que. Je l'ai joué aussi dans des établissements scolaires. Je le joue pour tout public, avec cette nécessité pour moi de pouvoir poser derrière un débat. Donc ça fonctionne assez bien également. Et puis de l'autre côté, je vous parle de ce que moi je suis en mesure de faire. Je joue également depuis le mois de janvier le spectacle issu du livre écrit par mon ami Rachid Benzine, qui s'appelle Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir? Le spectacle s'appelle Lettre à Nour. Et donc je joue le rôle de ce papa qui est confronté à cette dramatique situation, c'est-à-dire dont la fille est partie à Fallujah en Irak pour soutenir
pour soutenir la cause dite djihadiste. Et donc, ce spectacle, je le joue en milieu carcéral, je le joue dans les établissements et je le joue également devant tout public. Et l'idée, c'est vraiment d'inscrire l'art, la culture, le théâtre dans cette démarche qui peut nous aider effectivement à faire de ce projet qui est celui de faire société quelque chose de pratique et de concret. Et ma petite expérience me montre d'abord que beaucoup de gens s'intéressent de plus en plus à la question, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas être dans une approche schématique de ce qui est en train de se passer. La deuxième chose, c'est qu'ils savent pertinemment que c'est une question franco-française avant d'être la question d'étrangers, puisque beaucoup de jeunes gens qui sont partis, ou beaucoup de jeunes gens qui s'intéressent au salafisme, ou beaucoup de jeunes gens qui se mettent à pratiquer l'islam dans notre pays, sont issus de ce pays, sont nés dans ce pays, ont grandi dans ce pays, ce sont des enfants de la République. Et donc beaucoup plus de gens se rendent compte qu'il ne s'agit plus de jeter la balle à l'étranger en disant c'est vos affaires à vous les Arabes, donc ça ne nous regarde pas. Et cette prise de conscience nous permet de réfléchir de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine pour essayer de savoir ce que nous pourrions faire et mettre en place. Et donc il y a pas mal d'initiatives qui sont pensées et réfléchies et qui fonctionnent et qui commencent à fonctionner parce que l'islam devient un sujet qu'on peut aborder de différentes manières, pas juste sur le plan sécuritaire ou sur le plan médiatique, on peut aussi l'aborder sur un plan artistique. Et donc quand c'est posé en ces termes, l'affectif est convoqué. Et donc, on n'est plus juste dans une espèce de démarche froide, intellectuelle, où on serait capable d'expliquer, etc., ou dans une démarche qui ferait appel uniquement au tripes. On est dans quelque chose qui relève du sensible, qui relève de l'art, et je pense que ça peut nous permettre aussi d'avancer. Il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer. Votre émission, par exemple, où il est possible de venir exprimer ces choses-là et les faire entendre pour rappeler aux gens, encore une fois, que un certain nombre de choses se font, donc on peut être inquiet de la tournure qu'ont pris les événements, notamment depuis Toulouse en 2012 et cet horrible drame qui a frappé ce papa juif et ses deux enfants, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au Bataclan, et tout ce qui a pu se dérouler sous nos yeux dans notre pays. On peut avoir cette angoisse qui nous habite, mais il faut vivre aussi. Et vivre, ça veut dire construire. Et construire, ça veut dire qu'il faut le faire ensemble. Faire société dans la République française, c'est prendre conscience qu'il y a une seule communauté, c'est la communauté des citoyens. Et cette communauté doit considérer que tous les citoyens sont des citoyens à part entière et qu'il ne peut pas y en avoir qui seraient entièrement à part. Votre expérience, M. Farid Abdelkrim, est de taille. Et comme vous le savez, il y a une organisation qui s'appelle le CFCM, qui, chacun comme il l'interprète, qui disent qu'il s'agit d'une coquille vide, d'autres disent que c'est un organe qui est administratif, tout simplement c'est le seul et l'unique organe qui représente les musulmans ici en France, et on parle et on parle. Mais on a vu une tentative, et que vous avez soutenue d'une manière officielle, c'est cette initiative initiée par M. Hakim El-Karoui. C'est quoi, déjà premièrement, c'est quoi la raison qui vous a poussé à accepter d'intégrer cette initiative? Alors, il faut savoir qu'en 2015, j'ai écrit 2 livres qui sont sortis. Le premier, c'est celui que je vous ai cité, Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste, et le second, on est en 2015, en octobre 2015, il sort, s'intitule « L'islam sera français ou ne sera pas ». Et dans ce livre, j'aborde en tant que fidèle, mais surtout en tant que citoyen, la question suivante, à savoir, moi qui suis un adepte de cette religion, mais qui suis avant tout un citoyen français, comment est-ce que je peux envisager l'avenir de cette religion dans ce pays? Donc c'est une contribution dans laquelle je me permets d'évoquer un certain nombre de propositions. Il s'avère que quelques mois plus tard, Hakim sort avec l'Institut Montaigne son premier rapport, et puis le second en 2018. Et je me rends compte qu'il y a un certain nombre de points communs dans l'approche que nous avons de cette problématique. Et je me rends compte qu'Hakim El-Karoui n'est pas seul, qu'on est un certain nombre à partager un certain nombre de points de vue ensemble. Je pense notamment à des religieux comme Tarek Obrou, comme Mohamed Bajrafil, et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire ici. Donc, selon moi, il y a aujourd'hui un bilan à dresser qui est un bilan critique par rapport
à toutes ces initiatives menées depuis Pierre Joxe, c'est-à-dire il y a pratiquement 25 ans lorsqu'il a lancé le fameux Corif, et ensuite Charles Pasqua qui a voulu mettre en avant Dalil Boubacar de la mosquée de Paris, juste après lui, donc Jean-Pierre Chevènement avec la fameuse Istishara, c'est-à-dire la consultation, et puis Nicolas Sarkozy qui vient et qui impulse la création du CFCM. Pour en avoir fait partie et avoir suivi la mise en place du CFCM et tout ce qui a pu se passer à l'intérieur, et 13 ans après sa création, il est normal, ça relève même du devoir de dire que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. On est dans une espèce d'incarnation d'un islam consulaire, ethnique, qui ne prend pas en considération les véritables enjeux et défis qui se posent à nous. C'est pour ça que je parle dans ce livre et que j'intitule ce livre ainsi, l'islam sera français ou ne sera pas, c'est-à-dire qu'il faut rompre avec cette représentativité ou cette représentation d'un islam qui nous serait imposé depuis l'extérieur. C'est extrêmement important pour tout un tas de raisons. La première, c'est que nous vivons dans un État qui se dit laïque et donc nous devons respecter cette dimension-là. Toute forme d'ingérence dans les questions du culte doivent être bannies. Et la première ingérence, pour moi, dont il faut pouvoir se débarrasser, c'est l'ingérence des pays étrangers. Nous devons penser un islam sur le plan doctrinal, c'est-à-dire sur le plan canonico-théologico-spirituel, qui soit une véritable réponse au questionnement et à la physionomie des musulmans qui peuplent ce pays. Je vous donne juste un exemple pour qu'on soit en mesure de bien comprendre ce que je dis. 80% des musulmans de ce pays ne comprennent pas l'arabe. Ils ne comprennent même pas les différentes composantes de cet islam dit de France, que ce soit le marocain, l'algérien, le tunisien. Et les Africains. Et les Africains également. Donc il faut pouvoir rompre avec cela et penser l'islam en français. Penser l'islam en français, c'est penser une théologie, c'est-à-dire un discours sur Dieu, que les jeunes gens qui sont en quête soient en mesure de comprendre, c'est-à-dire un discours audible et intelligible. Ce qui n'est pas forcément et absolument pas le cas quand on parle avec une langue que les trois quarts ne comprennent pas. Pourquoi s'étonner après que beaucoup de jeunes gens aillent sur Internet pour avoir des réponses aux questions qu'ils se posent? Donc ça, c'était l'exemple que je voulais poser. Donc, il faut pouvoir rompre avec cela et trouver des gens qui soient en mesure, à un moment donné, d'abord de poser les bonnes questions, de mettre en avant les bonnes revendications et de dire à celles et ceux qui ne sont pas en mesure d'assumer cela, eh bien, qu'ils laissent la place aux autres et s'ils ne veulent pas, eh bien, nous allons mettre en relief et en avant des propositions alternatives. Je terminerai juste sur un point. La grande différence qu'il y a entre le projet qui est le nôtre aujourd'hui, qu'il ne faut plus qualifier comme étant le projet d'Hakim El Karoui, même s'il en est l'initiateur, c'est que l'élément essentiel pour moi et qui m'a motivé, c'est qu'il ne s'agit pas de créer une énième structure qui viserait à représenter les musulmans. Les musulmans sont d'abord des citoyens français qui sont représentés par les politiques qui font la politique dans notre pays. Ils n'ont pas à être représentés par des gens qui bosseraient pour tel ou tel pays ou qui seraient mandatés par tel ou tel consulat. Il est important de le souligner, s'il y a un travail à faire sur la question du religieux, c'est véritablement de penser la création d'une structure qui soit là pour penser l'islam en tant que religion et non pas pour représenter les musulmans. Il ne faut absolument plus que cela puisse être pensé, imaginé. Or, le CFCM, jusqu'à maintenant, veut jouer ce rôle ou veut faire croire qu'il joue ce rôle d'être le représentant de ces musulmans. Il faut absolument leur dire, et c'est ce que moi je dis dans le livre, vous ne me représentez pas, je n'ai pas besoin de vous, je ne vous ai rien demandé. Et celui qui parle est citoyen français et il est également fidèle d'une religion qu'on appelle l'islam. Donc, c'est un des éléments qui me semble extrêmement intéressant et qu'il faut mettre en avant et sur lequel il faut absolument militer. C'est extrêmement important qu'on comprenne la différence qu'il y a entre ces deux approches. D'un côté, des gens qui veulent représenter les musulmans parce qu'ils seraient d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne, ou qu'ils le seraient encore, et de l'autre côté, des gens qui disent non, nous sommes là pour penser la religion en tant que telle, c'est-à-dire une religion de 2019 dans un pays qui s'appelle la France. Comme vous le savez, souvent je le qualifie, moi, sincèrement, je le qualifie d'une manière un petit peu arabe, hein, comme vous le savez, je suis d'origine marocaine, hein, donc ce qu'on appelle le souk. C'est un souk où, comme vous l'avez bien dit, vous l'avez bien exprimé, sincèrement, je tiens à vous en féliciter parce que vous l'avez bien dit les mots adéquats, c'est que de quel droit vous se prétendez comme quoi vous me représentez?
Un. Mhm. Et deux, ce qui est important encore, comment ça se fait dans un pays souverain, il y a des pays tiers qui imposent leur vision. Est-ce que la France, c'est une passoire d'après vous? Alors, moi, j'irai pas jusque-là parce que, encore une fois, avec l'âge, j'ai appris à essayer d'exprimer les choses avec un peu plus de sagesse, même si parfois je le fais de manière un peu au regard de certains, Veuillez excuser ma brutalité, mais Non, c'est non. comme ça que ça se passe chez moi ici. Comme vous le savez, Non, je non, crois il n'y a, voilà. pas de souci. Moi, il y a pas de souci. il y a que la vérité qui prime dans cette émission, comme vous le savez, il y a beaucoup de monde qui le sache. Il y a que la vérité. Est-ce que la France, d'après ce qu'on voit, avec un grand nombre, à titre d'exemple, hein, donc comme ça j'explique bien le fond de ma pensée, on voit des recteurs qui n'ont rien de recteur que le nom. On voit des mosquées qui se font créer avec des millions et des millions d'euros, un brassage énorme d'argent sans la hasib ou la raqib, aucun contrôle. Et on voit des recteurs qui se touchent de l'argent, d'énormes sommes d'argent, et qui ne sont même pas déclarés, parfois. Alors il y a un réel problème. Alors, le problème est entier, celui que vous venez d'évoquer, bien entendu. Mais c'était juste pour parler de la France en tant que pays et qui a sur son territoire depuis quelque temps donc la communauté religieuse, la deuxième communauté religieuse la plus importante de France. Je dirais juste que charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour le dire autrement, kama takunu yuwalla alaykum. La vérité, c'est que les musulmans ont les dirigeants, les représentants, les religieux qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'écriture de mon livre est aussi une manière de dire que, bah voilà, en tant que fidèle, j'ai le droit d'exprimer mes réticences, mes critiques. J'ai le droit de dire que cela ne me plaît pas, que quand une mosquée aujourd'hui récolte des dons et que en termes de transparence, il n'y a absolument rien du tout. Quand on voit des gens qui travaillent dans le halal ou des gens qui organisent le pèlerinage à la Mecque se retrouver à la fois être imam, recteur et patron d'une agence de voyage, le conflit d'intérêts est énorme, surtout quand on voit les tarifs qui sont pratiqués, qui sont absolument inadmissibles, absolument c'est lamentable et scandaleux. Donc on est en droit de se dire que c'est un véritable souk, je reprends votre mot, vous avez tout à fait raison et je partage ce point de vue, et je dirais même que c'est pire qu'un souk, c'est-à-dire que même le souk, dans une anarchie apparente, en vérité, il y a une organisation. C'est-à-dire que les gens... Justement, avant de continuer, parce que je voudrais bien préciser à notre auditoire aussi, qui a l'écoute, hein, donc le souk au Maroc, à titre d'exemple, on trouve des souks dédiés juste par rapport à la vente de montres, des souks juste dédiés, par exemple, aux affaires telles ou telles. Et ce n'est pas un mélange, hein. C'est une belle organisation, mais qui est par rapport à une population bien précise. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc on est d'accord là-dessus. Donc moi tout ça pour dire que voilà, je pense et vous savez qu'on a eu cette polémique qui a beaucoup agité la France ces derniers mois sur faut-il ou non retoucher la loi de 1905. Eh bien, je pense qu'à un moment donné, pour que cette question puisse être posée, faut-il ou non la retoucher, puisque si la question est posée, c'est bien à cause de l'islam ou grâce à l'islam, ça dépend où on se place, c'est qu'il faudrait pouvoir le faire à partir du moment où les musulmans eux-mêmes ont décidé de s'organiser et de le faire de manière citoyenne, républicaine, c'est-à-dire en sortant de cet esprit effectivement de souk, parce qu'on est dans un pays qui a ses règles, qui a ses lois, qui a sa culture, qui a son histoire, et moi-même, je suis de culture française. Même si je suis d'origine algérienne, ma culture à moi, c'est la culture française. J'ai grandi dans ce pays, je suis allé à l'école de la République, mes amis, la plupart d'entre eux que j'ai pu côtoyer sont des gens qui sont nés ici. Donc il ne faut pas se tromper non plus d'histoire, d'époque, de culture et même de religion. Donc il faudrait effectivement que nous prenions le temps de dire à quel islam nous aspirons. C'est ça. Une fois qu'on aura mis ça en place et qu'on aura été en mesure de le faire entendre, on pourra voir s'il est nécessaire ou pas de toucher à la loi de 1905. Mais pour le moment, en ce qui me concerne, la question est la suivante. S'il y a eu des printemps arabes dans les pays arabes, il faudrait que les musulmans de France aient leur propre printemps
vis-à-vis de toute cette mascarade qui se joue depuis des années, parce que c'est comme ça que je la vois quand on entend certains responsables, notamment du CFCM, nous parler du travail qu'ils feraient, soi-disant, et de ce qu'ils ont prévu de faire, et de pourquoi les choses n'ont pas été faites jusqu'à maintenant. C'est assez drôle, parce que, enfin drôle, c'est pathétique, parce qu'ils nous prennent vraiment pour, allez, je vais rester poli, pour des truffes. Seulement, beaucoup d'individus comme moi, je suis pas seul, on a cessé d'être des truffes et on supporte surtout plus d'être pris pour des truffes. Donc, faisons en sorte que nous-mêmes soyons les porteurs de cette voix, je ne vais pas dire contestataire, parce qu'il ne s'agit pas de contester ce qui n'existe pas. Le CFCM, pour moi, est une coquille vide, réellement vide. Il ne s'agit pas de contester le CFCM, il s'agit d'être en mesure de proposer. Il ne s'agit pas juste de critiquer, comme le font beaucoup certains et beaucoup mieux que moi. Il s'agit d'être dans une critique constructive, c'est-à-dire je critique et je propose quelque chose. Et la proposition que fait Hakim El Karoui et dont nous sommes porteurs aujourd'hui avec un certain nombre d'autres de mes concitoyens, c'est une proposition. Donc plutôt de critiquer Hakim El Karoui pour le fait qu'il ait été banquier d'affaires, etc., etc., je pense que le plus important, c'est de s'intéresser au projet et de critiquer le projet lui-même. Juste à titre d'exemple, pour que nos auditeurs comprennent bien ce qu'on est en train de dire, quand Hakim El Karoui dit que la base et la règle de sa proposition, du projet de la MIF, etc., c'est d'éviter à 100% le conflit d'intérêts, c'est-à-dire que personne ne peut prétendre être dans cette démarche et vouloir organiser les choses à ce niveau-là, personne ne peut le prétendre s'il a un conflit d'intérêts, s'il est responsable d'une agence de voyage, s'il est patron d'une boucherie ou s'il s'occupe du halal, etc., etc. Eh bien, je trouve que nous proposons ici quelque chose qui relève de la transparence. De la même manière, quand nous proposons que les fonds, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils proviennent, puissent être tracés jusqu'au moindre centime, je ne vois pas en quoi ça peut déranger qui que ce soit. Surtout ces musulmans qui prétendent vouloir que les choses soient faites dans les règles, etc. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, la France, en général, puisqu'il s'agit de répondre à l'intérêt commun, c'est-à-dire de notre pays, et particulièrement à celui des Français de confession musulmane, à partir du moment où la proposition va dans ce sens, eh bien, elle doit pouvoir être saluée. Les seules critiques qu'on peut émettre, c'est sur les propositions elles-mêmes. Est-ce qu'elles tiennent la route ou pas? Est-ce qu'elles répondent aux exigences ou non de ce qui est mis en avant? Et apparemment, pour certains, non, c'est pas le cas. On va juste s'intéresser aux individus, essayer de titiller la personne. À suivre, Monsieur Farid Abdelkrim, auteur, comédien, humoriste, réalisateur. Bravo par rapport au travail que vous faites sur le terrain. Je vous dis à très bientôt et merci de cet éclairage fort intéressant. Merci à vous, Cheikh Abdelatif, au plaisir. Barakallahu fik, ma salama. Fik al-baraka. Ma salama. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel, la chronique.